Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Je me déplace aujourd'hui du côté d'Annecy, si je me trompe pas, ou par là. Albertville. C'est Albertville. Albertville. Bon, mais on s'est trompé. C'est pas très loin. Il y a du ski. Il y a de la neige, il fait froid. Ouais. Ok. Et on mange bien. Et voilà. Je suis content d'accueillir Thomas Del Arso et Laure Kotitchev, du coup sur Kolitchev, ouais. Kolitchev, pardon, on commence en beauté sur cette émission. Désolé. Salut. Et du coup, ravi de vous accueillir dans l'émission Parlant de votre mental. Donc du coup, je vous suis depuis un petit moment, même depuis un long moment maintenant. Et du coup, je me marre bien à vos côtés sur toutes les plateformes que vous pouvez, en tout cas, orchestrer. Alors c'est plutôt Laura qui orchestre les réseaux sociaux, ouais. J'ai l'impression quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Et qui me fait rire. Et voilà. Et puis voilà. Et toujours un petit peu derrière Thomas pour c'est pas le doigt. Non, ouais, on est toujours un peu là pour faire un peu le con. Et du coup, je trouvais intéressant de venir un peu parler de mental et surtout mental par rapport à ce que vous faites. Donc vous allez nous l'expliquer un petit peu après. Et puis surtout entrer un peu dans le monde de la musique et je pense que la dimension mentale dans le monde de la musique aujourd'hui pour arriver à sortir, percer, c'est quelque chose qui est à mon avis très pas facile quoi, parce que du coup il y a beaucoup d'artistes, il y a peu d'élus et puis voilà, donc vous allez vous me parler un petit peu de ça ce soir, en tout cas pour pouvoir un petit peu éclairer ma lanterne et puis les lanternes des gens qui nous écouteront. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? On le refit, hein. Vas-y, Laure. Je m'appelle Laure Kolitchev. C'est un peu compliqué, mais on s'habitue. Et je suis avec Tom depuis un peu plus de 10 ans maintenant et on a monté Monkey Tunes, qui est notre label de musique. C'est notre bébé. Depuis 2012, le 14 février 2012. Ouais. C'est mignon. Et il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps, mais je pense qu'on va en parler tout au long du podcast. Et quoi d'autre, j'ai toujours été un petit peu dans la musique, mais plus par les spectacles, notamment les spectacles équestres, parce que le cheval était mon ancienne vie. Et voilà. Et la danse aussi. Voilà, beaucoup de choses. Après, c'est super dur de résumer comme ça rapidement une vie. J'ai peur de trop parler, en fait, tu vois. Donc moi je suis Thomas Del Arso, je suis dans la musique depuis de nombreuses années. On va pas compter parce qu'après ça va me vieillir. Mais j'ai toujours été bercé par la musique. Toujours depuis tout petit. Donc je fais de la compo, je suis allé au conservatoire, j'ai fait un doc de musicologie. Voilà, beaucoup d'études dans le commerce aussi. Et donc j'ai monté mon studio il y a quelques années, puis c'est là que j'ai rencontré Laure et puis c'est là qu'on a monté le label Monkey Tunes où on est co-gérants tous les deux de ce label et on a produit beaucoup d'artistes dans ce label, on a beaucoup créé aussi parce que je suis créateur. Donc je compose et je fais des arrangements, je suis multi-instrumentiste. Voilà. Donc je résume vite fait parce que voilà, et donc du coup, je suis ingé son en même temps, je mixe et je masterise les productions du studio. Voilà. C'est génial. Plein de compétences. Rapido, c'est vraiment très 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 vite résumé. Mais Laure, tu chantes aussi, non? Oui, oui, il y a ça aussi. Ah ouais, je fais des clips aussi pour les artistes du label. Je fais, depuis le confinement, on a monté une école marketing pour les musiciens et les artistes en ligne.
qui les aide à faire quoi une fois qu'ils ont leur single dans les mains, qu'est-ce qu'ils font avec, comment ils se promouvoient, comment ils le vendent, comment ils mettent sur les plateformes, enfin ce qu'il faut faire, pas faire, les contrats, tout ça. Et oui, on a un duo de musique qui s'appelle Quatrième Dimension, avec lequel on se produit sur une petite 50aine de dates par an, on va dire. Voilà, et on s'est très très peu occupé de nous dans le label, c'est-à-dire qu'on a bossé beaucoup pour les autres et on n'a jamais rien fait pour nous, et on s'est dit allez 2023, on va lever un petit peu le pied par rapport aux artistes qu'on développe. En tout cas, on va pas en prendre de nouveaux et on va s'occuper un petit peu de Quatrième Dimension, parce que c'est un peu dommage que le cordonnier soit toujours le plus mal chaussé, c'est ça, hein? Ouais, c'est vrai, une vraie volonté. C'est dommage. Parce qu'on n'a rien, vraiment. C'est une volonté, en fait, en fait, ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble, tous les deux, parce qu'on fait pas mal de spectacles, de concerts et tout ça, et puis des animations, on va dire, hein, de soirées. Et on a toujours joué de la musique. Depuis qu'on se connaît, hein, d'ailleurs. Hein. Et puis on s'est un peu oublié. On s'est un peu oublié, comme disait Laure, au détriment d'autres artistes, hein, qu'on a produits, qu'on a beaucoup suivis, qu'on a beaucoup épaulés. Mais maintenant, c'est nous. c'est notre tour. Je pense que si tu veux parler de mental, justement, c'est un gros type de syndrome de l'imposteur. Là, tu vois, on est vraiment sur un bel exemple. Je pense que on s'est toujours dit que nous, on pouvait pas, il valait mieux qu'on mise sur d'autres. Et au final, quand tout le monde autour de nous dit, bah, purée, on attend vos trucs, ça serait bien, machin, bah, on se dit, bah, allez, c'est peut-être nous les idiots, au fait. Non, en fait, là, c'est la présentation, elle est un peu longue, je pense que tu couperas, mais en fait, comment dire, moi, quand j'ai monté le studio au début, c'était pour m'occuper de moi-même. Je compose depuis que je suis petit. J'avais envie de me monter mon studio pour me lancer en tant que créateur et compositeur. Et puis, des artistes sont arrivés tout doucement dans le studio et ils m'ont accaparé un peu, et je me suis un peu détourné de ça. Voilà. Donc maintenant. Mais c'était bien. C'était bien. C'était une belle expérience. Je ne regrette pas du tout. Et on continuera. Toute cette période. Laure est arrivée, et puis donc, du coup on a monté ce label, et puis on est parti là, dans cette histoire de label. Bon, avec tout ce que ça implique derrière, hein, bien sûr, parce qu'on a appris beaucoup de choses depuis toutes ces années. Et puis voilà, et puis maintenant on a dit voilà, on va s'occuper un peu de nous. C'était un peu le but premier du studio. Voilà. Vous êtes un peu des Saint-Bernard de la musique, avec la petite gourde, et vous venez alimenter un petit peu les artistes. Pas faux. La gourde, c'est pas de l'eau, hein, je crois. C'est pas de l'eau, ok. C'est de la vodka. C'est du génépi, je crois. Ouais, génépi, vodka. Ouais, un peu de tout, rhum, etc. Mais c'est vrai que la gourde, elle est présente tout le temps. Parce que nous, on aime aider les autres. Oui. Ça fait partie de notre personnalité. Et on aime la musique surtout. Oui, mais ça, en fait, ça transpire hein, en tout cas sur vos différents réseaux sociaux, ça transpire que vous avez envie d'aider en tout cas les artistes à se développer et on va dire à être un peu plus dans la lumière, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que alors moi, je suis sur votre non, c'est pas WhatsApp, c'est l'autre. Telegram. Sur Telegram, et du coup, je vais souvent écouter des artistes que je connais pas qui postent leur son en fait, et du coup, c'est hyper intéressant d'écouter des nouveaux sons, des nouvelles personnes. Et moi, je fais ça en fait. Alors, je suis pas là. Pour moi, je poste pas mes sons, je fais pas de son. Mais par contre, je vais les écouter. Je trouve ça sympa. Ouais, oui, nous on a monté beaucoup ce côté-là d'aider les autres et de faire découvrir surtout, parce que tout le monde a sa place, hein, je pense, dans la musique. On en parlera tout à l'heure. Je pense que c'est une histoire de mental, mais vraiment, on aime ça. On aime découvrir des choses, on aime faire connaître des choses, on aime donner des conseils, et on découvre des choses sur cette fameuse émission là, le LPLM qu'on a lancé depuis presque plus d'1 an maintenant. Et on découvre les artistes dans tous les styles, parce qu'on aime tous les styles de musique. Voilà. Et on fait découvrir ça aux autres. Hein. Parce que c'est l'objectif. Bon, en tout cas, super. Bon, on attaque ce portrait chinois ? Allez, c'est parti. Ah, okay. Tu commences. Elle commence ? Ok. Donc, la première question, c'est donc du coup, Laure et Thomas, si vous étiez une couleur, quelle couleur choisiriez-vous ? Moi, je prendrais le orange. C'est pas du tout ma couleur préférée, mais en ce moment, je suis à fond dans le orange. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la vibration de la couleur. Pour moi, ça représente passer à l'action, focus, entreprendre des choses, etc. D'ailleurs, tout le design de la Monkey Academy, qui est l'école en ligne pour les artistes qu'on a monté, j'ai tout mis en orange. Et voilà, je suis à fond dans l'orange. Ouais.
Ben moi, c'est pas une couleur que j'aime. Excuse-moi, je suis pas du tout orange. Je suis plutôt indigo, bleu, violet. Dans ces tons-là, ça m'inspire quand je vois des couleurs. Bah comme un peu ton fond, c'est bleu, tu vois. Mais il y a beaucoup une petite touche de violet là, je vois tout en haut. Et j'aime bien cette couleur. Voilà, j'aime bien. Je sais pas. Il y a un peu d'orange, hein, regarde. Si tu regardes bien, le pion, il est orange. Yes. Ah ouais, c'est vrai. Non, parce que pour ceux qui nous écoutent, on est en visio et il y a une magnifique intelligence artificielle qui a fait le background, l'arrière-plan de notre ami. Et on est sur un truc bizarre de robot chelou qui joue aux échecs sur fond. C'est un robot chelou. Ok. Allez, si vous deviez choisir un livre, quel livre choisiriez-vous? L'histoire sans fin. Je sais plus qui est l'auteur de ce livre, mais je l'ai lu parce que quand j'étais toute petite, j'ai vu le film, j'ai trop kiffé. Et je trouve que, en fait, c'est une espèce de conte, mais c'est assez avant-gardiste parce que, bon, déjà, il y a une fin, spoiler, désolé, hein. Il y a une fin, mais c'est assez avant-gardiste parce que dans l'histoire, c'est un enfant qui part dans son imagination et au final, il se rend compte que ce qu'il imagine a des conséquences dans le monde réel. Et je trouve ça chouette et vrai, en fait. Alors moi, j'ai lu un bouquin qui a vraiment changé ma vie il y a longtemps. Je lis plus tellement, c'est vrai, j'avoue quoi. On n'a pas trop de temps, mais moi c'était Paul Coelho, l'alchimiste. C'est vrai que ce conte philosophique m'a beaucoup apporté. Et c'est pour ça que je pense ça m'a un petit peu influencé sur mes choix. Voilà. J'ai fait une publication sur ce livre avant-hier, je crois. Sur mon compte Instagram, en fait, en ce moment, en fait, je m'amuse à reprendre un petit peu les différents ouvrages qui ont été cités par les différents invités que j'ai eus. Donc, là, vous êtes les centièmes, je crois. Non, mais c'est un bouquin c'est un bouquin, franchement. Voilà, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont dû le lire et puis qui a changé un peu leur vie. Et c'est vrai que ce truc là, je sais pas, quand tu lis ce bouquin, ça te donne vraiment quelque chose, une sorte d'espoir quand tu dis. Mais il a été cité régulièrement sur les 100 premiers épisodes. Et du coup, j'ai repris un petit peu les différents livres qui ont été cités parce que souvent, quand je les ai pas lus, je m'amuse à aller les lire parce que du coup, j'aime bien. Et du coup, j'en ai fait quelques publications pour en extraire un peu la quintessence de ce qui se dit dedans et faire des publis dessus parce que je trouve que c'est hyper inspirant. Et souvent, c'est des livres qui ont amené des actions ou des prises de conscience et du mouvement chez les gens qui les a aidés à créer ou en tout cas à se rendre compte de certaines choses pour avancer. Et je trouve ça toujours sympa en tout cas de les reprendre. Ok, le moment de la journée que vous préférez. Là, je sais que c'est pas le matin, je pense. Mais moi aussi, c'est le matin en fait. Mais c'est pas le vrai matin. C'est le matin de quand t'as pas dormi. Pour moi, c'est pas le même matin que si tu te lèves super tôt. Si tu te lèves à 5h du matin, j'ai pas la même sensation que si je vais me coucher à 6h du matin et qu'à 5h du matin, je suis encore réveillée et je vais dehors. Tu vois, là, il y a une espèce de calme puis une espèce d'inspiration et t'es encore dans l'euphorie de toute la journée que tu viens de te taper. Et moi, j'aime ce moment-là, en fait. Mais le matin, quand t'as pas dormi. Moi, tu vas t'en douter, hein, c'est la nuit. La nuit. Et la nuit, ça démarre pas forcément au tomber du soleil. Au coucher du soleil, pas le tomber du soleil. Le soleil, il tombe, clac, derrière la mer, derrière les montagnes, il tombe. Non, c'est la nuit, c'est vraiment la vraie nuit quand il fait vraiment sombre. Voilà. J'aime bien parce que ça m'inspire. Ça inspire beaucoup de mes notes. Et voilà, ça a toujours été. Il y a beaucoup d'artistes qui sont inspirés, en fait, qui créent la nuit, en fait. Hein. Ouais, énormément. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, il doit y avoir un truc en lien avec les vampires, peut-être. C'est la nuit, on se transforme. Voilà, ça doit être ça. Allez, une qualité qui vous caractérise l'un et l'autre. Alors moi, ma qualité, c'est que je les ai toutes. Oh non, tu m'as piqué mon truc. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais t'as dit que t'avais une autre qualité. Ouais, c'est vrai. Non. Ma qualité, je pense, première, je suis une grosse feignasse de la casse, comme je dis souvent dans mes vidéos. En fait, pour moi, être feignant, c'est une qualité parce que tu vas, pour le même résultat que quelqu'un d'autre, tu vas chercher la méthode la plus efficace. Et pour moi, les gens feignants, c'est les rois du monde, en fait. Parce que les autres vont se prendre la tête peut-être par souci de perfectionnisme ou peut-être avec des bonnes intentions, mais ils vont vraiment se prendre la tête de ouf pour arriver à faire quelque chose. Et au final, plein d'autres l'auront fait avant eux et c'est pas bon. Voilà. Moi, c'est
Plutôt, enfin, c'est dur, hein, parce que une seule qualité, j'en ai trop, mais si j'avais à en choisir une, ça serait plutôt l'optimisme. J'ai toujours été optimiste, hein, depuis tout petit et jusqu'à aujourd'hui, et ça m'a toujours suivi, et j'aime être optimiste. Ok, bah c'est de belles qualités. Après, tu parles de les gens, c'est pas qu'ils sont feignants, c'est qu'ils sont efficients en fait. Ouais, mais j'aime bien dire feignant. Parce que c'est vraiment efficient poussé à l'extrême. Ouais, c'est ça, c'est de l'efficience. Si vous deviez vous résumer à une citation, quelle citation vous utiliseriez? Pour moi, c'est en anglais, ça marche? Oui, tout marche. C'est fake it until you make it. Faire semblant jusqu'à ce que tu le fasses pour de vrai. C'est vraiment la devise, parce que pour tout ce qu'on a appris dans Monkey Tunes, il y a beaucoup de choses qu'on a appris seul. Et par exemple, on commençait à produire des artistes, je me rappelle. Et Tom me dit, purée, ce serait bien qu'on fasse des clips. Je dis, ouais, ça serait bien. Il me dit, bah, vas-y, fais. Ok. Donc, on a acheté un réflexe et on a fait des clips. Et maintenant, on est suréquipé, super. Son fils, il s'y est mis aussi. Il est lui, plutôt sur le drone, etc. Et on a fait plein de choses, du fond vert. On a mis un artiste sur une poule qui le chevauche en faisant le tournage de la poule dans la cuisine. La poule ayant été dressée 5 jours auparavant par nos soins. Ah, c'est vrai que toi, dans les clips. Non, on a fait plein de trucs, et c'est vrai que c'est ce que tu viens de dire là, c'est vrai que cet adage là est super important. C'est-à-dire que bah tu fais semblant parce que tu crois vraiment que tu fais plus semblant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah tu crois dans ce que tu fais, quoi, finalement. Bah c'est toute la dimension de justement du mental, vu qu'on est dedans. Ouais. Je crois que si tu te dis je sais pas faire, mais je fais comme si je savais faire, au final t'arrives à trouver une manière où tu sais faire quand même. Et même si c'est imparfait. Et moi, ma citation, pour aller un peu dans ton sens, et je pense que c'est une citation que j'ai inventée, parce que j'aime bien créer des citations. Et je la dis souvent. Je dis, après le boulot, il y a le boulot. Le boulot. Ok. Parce que pourquoi ça? Parce que c'est, moi, je suis toujours un curieux. J'aime apprendre, j'aime avancer, et je me lance toujours des défis. Un peu comme disait Laure tout à l'heure, de se dire, bah tiens, on sait pas faire ça, ben on va apprendre, on va le faire. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Et quand je dis boulot, c'est pas péjoratif. Le boulot, c'est d'apprendre toujours. Alors, on vient de finir quelque chose, hop, on repart sur autre chose et on apprend. Et c'est du boulot. Donc après le boulot, il y a le boulot. De toute façon, après, c'est dans l'action qu'on apprend. Hein. De toute façon, c'est pas en regardant, hein, finalement. Mais souvent, la visualisation, ça aide à se lancer. Allez, encore une ou deux. Si vous deviez choisir une fleur, quelle fleur choisiriez-vous? Une fleur. Moi, j'aime bien les tulipes parce que c'est lisse, mais j'ai pas d'autre raison en fait. C'est lisse et coloré et je trouve ça bien rangé. Et une tulipe toute seule, j'aime pas avoir les fleurs coupées, tu vois. Moi, j'aime pas que les choses vivantes meurent chez moi. Donc, tu m'offres pas des fleurs. Enfin, à moins que c'est dans un pot et que elles restent en vie. Et avec moi, c'est peu probable aussi parce que je vais les oublier. Donc, mais je trouve ça joli, une tulipe avec un mur blanc et je sais pas, c'est lisse, c'est beau, c'est un peu le coquelicot, c'est dans le même délire. Voilà. Alors, tu vas rigoler, mais je vois pas du tout. Franchement, tu mettrais un bip à la place de ma voix, là. Là, je vois pas. À part un trèfle à 4 feuilles qui n'est pas une fleur. Voilà, c'est tout. Je suis pas, je trouve pas botaniste. Pas botaniste, je vois pas. Ouais. Non, mais ça me va, le trèfle à 4 feuilles, moi j'aime bien. Personne ne l'a jamais dit, le trèfle à 4 feuilles, mais finalement, ça mais peut c'est pas peut-être que ça existe. Hein. Sur d'autres planètes? Alors, ouais. Il y a des fleurs. Ah bon? Elles sont des violettes et des blanches. Ouais. Ah, et quand elle était petite, tu les mangeais pas? Ah, c'est ces trucs-là qu'on mangeait. C'est les trucs qu'on tirait, on mangeait. C'est vrai, ouais. C'était sucré, c'était pas mal, ouais. Ça me revient, quand j'étais gamin, je faisais ça. Allez, dernière question. Sur de la musique. Ah. Si vous deviez choisir une musique, quelle musique choisiriez-vous? Question la plus horrible pour nous. Choisir une seule musique. Une musique qui vous parle ou qui vous a inspiré ou quelque chose qui vous a vraiment une musique qui vous anime, quoi. Moi c'est Time de Hans Zimmer, la BO de Inception. Je sais pas, quand j'ai besoin de me concentrer, je mets ça parce que je trouve que ça te met dans une autre dimension, j'ai qu'à de le dire. Je trouve ça un truc de fou. Il y a le remix de Alan Walker aussi qui est vachement bien.
qui est un peu plus électro. Ça mélange vraiment le symphonique et l'électro. Et je kiffe ça. Dans quelle dimension, du coup, la 4e? Ouais, facile, la 4e, voire au-dessus, tu vois. Et quand tu es trop, quand tu es dans des moments ou dans une période où tu t'accordes trop d'importance à des détails qui te pèsent ou qui font des trucs qui te font chier, clairement. Je sais pas si j'ai le droit de dire ces mots dans la tête. Oh là là, t'as dit un gros mot. Ça va pas. Mais voilà, quand tu te prends la tête pour des conneries, et ben t'écoutes ça et tu dis je suis qu'une petite crotte au niveau de l'univers, une petite poussière, tu vois. Et du coup rien n'est grave et tu continues ta life. Voilà. Alors moi c'est plutôt on n'est plus du tout dans ce siècle-là, c'est Mozart. C'était le nom de mon chien. Ouais, parce que ouais, d'accord. Bah, tu vois, Mozart, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné depuis que je suis petit, parce que j'ai découvert la musique grâce à quelqu'un de ma famille qui m'avait fait écouter justement du Mozart et ça m'avait, waouh, j'ai dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, c'est incroyable et tout. Surtout notamment la symphonie numéro 40, où là j'ai découvert tous les instruments un par un dans l'espace stéréo. Donc j'allais chez cette personne, je disais tiens écoute les violons, ils sont là, les timbales, les contrebasses, les cuivres et tout. Et c'est vrai que quand tu fermes les yeux, que tu écoutes une symphonie, eh bien, tu vois tous les instruments dans l'espace. Ah ouais, c'est génial de pouvoir faire ça là, dans l'espace et tout. Ouais, mais c'est grâce à cette personne qui s'appelle Vilma, là, qui n'est plus de ce monde, qui m'a vraiment fait découvrir la musique classique et donc la spatialisation et de pouvoir décortiquer chaque ligne de chaque instrument dans un orchestre. Et c'est grâce à Mozart, parce que Mozart était un grand compositeur. Finalement, c'est ce qu'on fait un peu sur les logiciels de gestion de son maintenant. On peut mettre des. Ouais, c'est ça, ouais. Mm-hmm. Mais c'était super bien. Mozart, voilà, ça m'a beaucoup aidé et beaucoup passionné. Bon, en tout cas, merci pour ce petit portrait chinois. On va rentrer un peu dans votre mental là, maintenant. On va essayer de faire une percée. Une percée. On va commencer déjà par votre parcours. Qu'est-ce qui vous inspire votre parcours professionnel, hein? La capacité d'adaptation. En fait, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'est lancé dans tous ces projets là, notamment le label, on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, pourquoi? Parce que on se lançait, comme je disais tout à l'heure dans le portrait, des défis. C'est toujours des défis. Pour moi, la vie est un défi et c'est aussi un jeu quelque part. Et donc, on aime être les participants à ce jeu, comme même les acteurs de ce jeu. Voilà. Et tout ça, évidemment, c'est un parcours qui est intéressant, quoi. On apprend beaucoup de choses au jour le jour. Ouais, puis en fait, on a toujours su s'adapter sur le moindre. Souvent, tu prévois des trucs et à chaque fois, ça se passe pas comme prévu. Et en fait, on arrive à rebondir tout le temps. Et moi, j'ai remarqué la manière dont on rebondit, finalement, elle est mieux que le plan A. Ouais, au final, vrai. Ça t'a ramené vers quelque chose qui est plus cool que ce que tu avais prévu. Tu vois, si tu te bloques pas sur le truc qui t'empêche de faire ce que tu avais prévu, tu dis, ça veut dire que c'était pas ça, et tu pars sur autre chose. Et au final, tu dis, mais c'était vachement mieux, mais heureusement qu'on a eu cette galère. Je sais pas si on part pas un peu trop loin, là. Parce que là, on est parti. Non, ça me fait penser à ce que je dis. Tu nous dis sur en des vitraux, tu nous recadres. Non, vous inquiétez pas. C'est bonne franquette, ça, le podcast. Non, moi, je pense que je dis, c'est que les difficultés amènent des opportunités. Et c'est un peu ce que tu dis, là. Et avant d'écouter des trucs, parce que j'aime bien aussi écouter des podcasts comme le tien ou d'autres sur Internet ou des gens qui te motivent, tu vois, parce que pour bosser, j'ai besoin de me mettre dans un mood. Et avant de conscientiser ça, on le faisait déjà en fait, parce que maintenant tout le monde en parle, tu vois, c'est un peu le mindset, tout ça, c'est un peu à la mode entre guillemets. Ouais. Donc on a plus accès à ce genre d'informations, mais on le fait depuis des années intuitivement, j'ai envie de te dire. En fait, intuitivement, effectivement, moi, pour ma part, j'ai toujours été un peu dans ce mindset là. On parle de mindset depuis assez peu, hein, finalement. Moi, quand j'étais gamin ou j'étais ado, ça n'existe pas ce mot, quoi. Mais on l'a toujours pratiqué. C'est-à-dire que c'est vraiment un état d'esprit finalement, un état d'esprit qui nous a poussé au fur et à mesure de nos aventures, avancer tout simplement. Et ça c'est cool, c'est vraiment je trouve une belle vie quoi. On a d'apprendre quoi toujours et d'évoluer quoi, avec cette fougue quoi. C'est vrai que le mindset, on en parle, ça existe depuis très très longtemps. Hein. C'est vrai que alors moi je viens plutôt du monde du sport et du coup la dimension mentale a toujours été présente. Et on en parlait peut-être différemment ou en tout cas elle était c'est vachement accessible. Elle était pas forcément culturelle en France, mais déjà portée dans les pays anglo-saxons
Donc du coup, ça existe depuis très longtemps. Après, il y a ceux qui en parlent, ceux qui l'appliquent. Mais ce qu'on peut faire ressortir systématiquement, en tout cas des gens qui vont vers la réussite. Alors, quelle que soit la réussite qu'ils cherchent, c'est le travail, la détermination, la résilience. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, donc on apprend tous les jours. C'est un peu ce que vous dites, quoi. Mais c'est vrai que ce mot, je parlais du mot lui-même, mindset, c'est quelque chose qui est pour moi récent. Enfin, on a toujours pratiqué ça. Je me rappelle d'un bouquin que j'avais lu à l'époque qui s'appelait Vouloir c'est pouvoir, Dr Murphy. Bon, et ben ça, c'est du mindset. C'est-à-dire que c'est dans le titre, hein, vouloir c'est pouvoir. Bah, c'est du mindset, quoi. Alors, on l'appelait pas comme ça. C'est vrai. Là, on l'a un peu, on est à l'ère du marketing, donc on l'a un peu enrobé pour en faire des bouquins, intéresser les gens, tout ça. Si je vous dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à votre parcours? Rastoche. Easy. Vas-y, je te laisse. Oh purée, tous les trucs qu'on s'était dit qui n'étaient pas possibles et qu'on a fait finalement. Genre même pour moi, chanter en public, parce que autant te dire que au départ, j'étais pas prédisposée en fait du tout pour ça. Et comment ça s'est... Je confirme. Ouais. Alors avec quelqu'un qui a l'oreille absolue à côté ou quasi absolue. Bah voilà. Et puis des artistes que tu produis, quand on voit des notes à la Maria Carey ou tout ce que tu veux, tu dis ouais bah écoute, on va essayer autre chose. Et puis ce qui s'est passé, c'est que on avait placé une de nos artistes sur un concert. Et en fait, l'après-midi même, sa grand-mère, elle est entre la vie et la mort, bah, elle est obligée d'aller voir sa grand-mère et donc elle nous plante au dernier moment. Et on a été obligés, donc du coup... Voilà, le prestataire, il nous dit, bah, il faut quelqu'un. Et on ne trouvait personne. Donc, si, on a une chanteuse du label qui a pu venir une petite demi-heure pour la première partie. Et puis bon, on a assuré la partie suivante, quoi. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a toujours rejoué un petit peu de musique, mais là, on s'est retrouvé confrontés. Donc c'est pour ça, pour rejoindre un peu ta question... l'impossible en fait devient possible. Voilà. Parce que, franchement on se serait jamais vu en train de jouer là devant des gens alors qu'on avait bossé 5 morceaux quoi, à la maison quoi. En plus on connaissait genre 10 sons, tu vois, et du coup on les faisait tourner puis ça partait en impro à la fin de chaque chanson parce qu'il fallait qu'on fasse durer le truc. Et du coup c'est ça qui a plu aux gens. Et donc la personne qui nous avait embauché, elle a dit bah écoutez, je vais vous faire venir tous les jeudis pendant l'été parce que c'était cool. Et on a dit ok. Et puis ça s'est fait comme ça. Et après, vraiment en faisant beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles, on a progressé. Mais en fait, pour être très honnête, on n'a pas beaucoup travaillé. Vraiment, le mode feignasse, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. Feignasse parce que pas le temps et parce qu'on met des priorités sur autre chose. Mais, et du coup, on s'est mis toujours... Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup répété les morceaux qu'on joue en public. Mais, comment dire, ça nous a obligés à savoir improviser. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu te lances sur un morceau, c'est une aventure à chaque fois. Tu lances le morceau, pour nous en tout cas, c'est pas tout chronométré, noir sur blanc. Voilà, il faut faire ci, ça. On aime partir un petit peu en délire et on se laisse aller. Et ça nous a vraiment aidé justement de faire ça quoi. Et du coup, on kiffe nos lives quoi. Et finalement, chaque concert, c'est un entraînement, donc vous entraînez. C'est un peu ça. C'est ça. On peut jamais 2 fois la même chose, je crois. Et puis d'ailleurs, pour rejoindre ta question, on a même écrit une chanson qui s'appelait à l'époque pour Léo, Rien n'est impossible, pour dire quoi. Ah ben voilà, il va falloir me la ressortir. Ouais. Bah, c'était pour le petit, enfin il était petit, maintenant il a 20 ans. C'était pour Léo Ristorto, qui était un jeune qu'on suit toujours, qui est à Londres actuellement. Et il a fait second à The Voice Kids. Et après sa sortie de l'émission, on a sorti ce single qu'il voulait dédier à son grand-père qui était décédé. Et voilà. Et ouais, en fait, rien n'est impossible parce que même au travers de cette chanson là qu'on vient de te signaler, enfin t'indiquer, rien n'est impossible pour le Ristorto. Même la mort n'empêche pas de revoir la personne qu'on aime. Donc là, c'est vraiment dans l'impossibilité la plus totale. C'est-à-dire une fois que t'es mort normalement. Et ben, grâce à cette chanson, ouais. Je vois, t'as hoché un peu de la tête, mais si tu veux, rien n'est impossible. Ça veut dire tout simplement que pour Léo, il va peut-être retrouver son grand-père un jour. Et que la connexion restait. Et que la connexion reste. Voilà. Ouais, après, c'est vrai que voilà, si on va sur ces thématiques-là un petit peu, on sait pas ce qui se passe de toute façon après, donc voilà. On en reparlera quand on sera plus là, on se recroisera. Faudra un autre
Quand on sera là-haut, on se retrouvera, on fera des podcasts. On se fera un autre épisode. Ouais. Ok, allez, on aborde la thématique du mental. Si vous deviez poser votre définition sur ce mot-là, ça serait quoi votre définition à vous? C'est quoi le mental? Pour moi, c'est du hackage de cerveau. Genre, tu hackes ton propre cerveau. Tu veux la mettre dans une condition pour qu'il puisse t'apporter des choses, faire des actions ou te conduire à mener des actions ou prendre des décisions. Moi, c'est vraiment du conditionnement, voilà. Conditionnement. Mais pas dans le sens malsain du terme, tu vois. Dans le sens que c'est toi qui te le provoque et tu le mets comme tu veux. Et il y a que toi qui en est responsable, surtout. Ouais. Moi, le mental, c'est une sorte de connexion. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu vas puiser des informations un peu qui sont invisibles là autour de nous, des forces, des choses comme ça, des ondes. Et puis donc notre mental arrive, c'est un canaliseur en fait. C'est comme si on canalisait tout ce qui est autour de nous et qui nous permet dans la vie de tous les jours d'agir. Voilà, et de prendre des décisions et tout ça quoi. Et d'aller puiser peut-être des informations invisibles. Bien reparti. Non mais je t'ai dit, moi je partais loin. Le mental pour moi c'est un peu ça quoi, tu vois. C'est Noël, c'est la magie de Noël. On part dans les. Ouais. Le Père Noël va arriver dans le studio là. Moi j'ai mon bonnet pas loin. Ah ouais, on va le mettre aussi prochainement. On va le mettre pour Noël. On va jouer devant un petit public là. Ça va être sympa. On aura les bonnettes. Si vous deviez décrire une personne qui a un bon mental, vous la décririez comment, cette personne? Une qui existe ou une fictive? Pas forcément, mais quelqu'un qui pour vous est représentatif de quelqu'un qui a du mental quoi. Je le dis avant toi parce que tu vas le dire peut-être en même temps que moi. Je dirais Elon Musk. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il est pas comme beaucoup d'entrepreneurs. Ils sont partis de rien. Et puis ils ont gravi tout doucement les échelons. Et puis ils ont eu des idées de fous. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais c'est pas parce qu'il est riche, hein, je trouve que son parcours est intéressant. C'est surtout parce qu'il est arrivé là où il est, quoi. Et c'est vrai que il y en a beaucoup, hein, des comme ça qui ont réussi à se dire, tiens, je vais réussir ma vie avec mes idées. Voilà. Et Elon Musk en fait partie pour moi. Non, là, il est en train de retweeter là ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de dire. C'est cool là, parce que il a entendu avec ses IA qui sont partout là. J'aimerais bien. Moi, c'est un gars que j'aimerais bien rencontrer, hein, vraiment, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. Et il a eu un parcours de fou, quoi, quand même, ce gars. C'est vrai. On parle beaucoup de lui en ce moment. Ouais. Mais il y en a certains qui l'aiment pas, hein, bien sûr, pour moi. Mais on peut pas plaire à tout le monde, hein. Voilà, bon. Après, si on parle politique, si on parle tout ça, bien évidemment, peut-être qu'il a dit des choses, il a fait des choses qui sont pas forcément dans le bon, quoi, pour certaines personnes, quoi, dans le, comment on appelle ça, le politiquement correct. Mais moi, j'aime bien le personnage quand même. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'aime bien aussi. Toi? Moi, je prendrais pas un exemple. Je pense que une personne qui gère bien son mental, c'est une personne qui va assumer les coups de moins bien. Enfin, si elle tombe bas à un moment donné, elle va dire OK, je prends et ça passe et je rebondis dessus. Parce que quelqu'un qui fait toujours semblant d'être à fond, toujours optimiste, toujours bien, c'est quelqu'un qui au fond l'est pas. Donc ça marche pas pour moi. Et quelqu'un qui sait l'être, mais qui sait aussi reconnaître quand ça va pas et faire tout pour que ça change, c'est ça une personne qui gère bien. Oui, après, il y en a plein des comme ça, je pense, hein, des gens qui appliquent ça en fait, hein, je pense. Hein, mais après, on n'est pas dans la tête des gens. Hein, on sait pas vraiment sur quel cheminement ils sont. Ouais, mais quand t'es dans un bad mood, parce que tout n'est pas linéaire dans la vie, hein, tout oscille. Quand t'es en bas et qu'il faut remonter, c'est dur. Hein, ouais. C'est un bordel. Mais pour moi, les grands entrepreneurs, je pense, c'est surtout des gens qui ont dû avoir beaucoup de déboires, et puis qui ont justement relevé les manches et qui se sont dit, attends, tu vas voir, je suis là. On m'attendait pas au tournant, mais j'arrive. Vous allez me voir. Les entrepreneurs que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, je pense à un, me disait que de toute manière, il y a pas on peut pas toujours être optimiste. Et que chaque jour est différent, mais ce qui est important, c'est de capitaliser sur le positif du moment
et d'être toujours dans une optique de choper la solution, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas il y a rien qui est linéaire, comme dit Dor, et du coup, on est tous traversés par des émotions différentes, des difficultés. Et eux, leur difficulté, c'est qu'ils arrivent un peu à surfer sur la vague, en fait. Ou là où d'autres tombent de la vague, eux, ils surfent dessus, quoi. Il y en a, ils se font mal. C'est ça, mais il y a pas que les entrepreneurs qui ont un mental au centre du truc. Ouais, il y a les sportifs, on y pense souvent. Ouais. Mais je sais pas, je pense à tous les métiers vocation qu'on ferait pas, enfin, parce que c'est vraiment une vocation. Exact. Comme les infirmières, enfin, surtout en ce moment, les pauvres bichettes, là. Et enfin. Ou les pompiers, ou comment ils font, ces gens, pour conditionner leur mental? Parce que ils se disent, j'ai pas le choix, faut que j'aide les personnes, mais au bout d'un moment, ton corps ou ta tête, elle suit plus, et ils le font quand même. Enfin, je veux dire, salutations, quoi. Ouais, franchement, bravo. Après, c'est vrai qu'on parle souvent de personnes connues, etc., des gens qui ont réussi leur vie, on pourrait en citer plein, hein, mais effectivement, même les gens on va dire du commun, quoi, qui font des boulots pas forcément hyper valorisants, enfin pour d'autres, ils arrivent à avoir ce mental, se dire tiens, je me lève aujourd'hui parce que je vais aider, parce que je suis infirmière ou je suis plombier, j'allais dire je suis pompier, je vais aider mon prochain, et ça c'est beau quand même. Oui, et puis il y a d'autres professions. Là. Je prends souvent l'exemple du boulanger qui se lève hyper tôt pour faire du pain tous les matins. Enfin, moi, j'aurais pas son mental. Il y a les artistes que vous produisez. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi avoir une certaine résistance pour pouvoir avoir l'espoir toujours quand ces titres percent. Enfin voilà, donc il y a toujours je pense que ça doit être aussi de l'oscillation permanente, quoi. C'est très compliqué. Je crois que c'est le cas le plus compliqué au final. Ouais. En fait, en vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a pas de sous-métier. En fait, je pense que à partir du moment où tu fais quelque chose de ta vie, que ça soit de la musique, que ça soit du pain, que ça soit d'aller aider les gens, de faire des piqûres, etc. C'est le mental à chaque fois qui est derrière, de toute manière, quoi. Ouais, c'est un peu comme en fait, on part en mission par rapport à quelque chose qui nous anime, quoi. C'est un peu ça. Vous, est-ce que vous vous préparez mentalement? Moi, ouais. Toi, non, je crois. Mais moi, en fait, pour répondre à ta question, je suis déjà prêt mentalement depuis tout petit. Non, mais c'est pas pour ça. Il est tombé dans le chaudron. Non, mais je te jure. Là, tu vas peut-être me prendre pour un mec qui a la grosse tête ou quoi, mais je te jure, j'ai eu des révélations quand j'étais gamin, et je sais que la musique, c'est quelque chose que j'allais faire et que je fais encore aujourd'hui. Et ça m'a jamais posé de questions. Je me suis jamais posé de questions à ce sujet. Jamais. J'ai jamais douté de moi là-dessus. Jamais. Quand vous montez sur scène, vous vous préparez pas un peu, vous conditionnez pas à les jouer? Ouais, mais là, je parle en général, évidemment, quand il y a des scènes, enfin, quand je mixe, etc., que je fais un nouveau titre, qu'on crée des nouvelles choses. Il y a toujours un petit stress, bien évidemment, quoi, mais après, globalement, non, j'ai jamais trop douté, en fait. Moi, avant de monter sur scène, la seule préparation mentale, c'est fake it until you make it. Mais vraiment. C'est Jean-Claude Duss, je sais plus comment il s'appelle. Oublie que t'as aucune chance, vas-y. Ah oui. Mais vraiment. Ah ouais. Parce que comme je disais, pour la scène, en tout cas, j'étais pas censée être chanteuse, moi, du tout. Dans le sens où j'étais pas prédisposée. Et vu le fait d'avoir travaillé uniquement sur scène en live, en condition, on va dire, m'a débloqué des choses. Et du coup, vu que je me suis pas mis en tête d'avoir un certain objectif de fou, le seul objectif étant de connecter avec le public, j'ai pas de pression. Ouais. Après, il y a plusieurs niveaux de mental, parce qu'effectivement, quand on y réfléchit, le mental sur un moment précis pour mixer, travailler, etc. sur un projet, c'est du court terme. Mais sur le long terme, moi, le mental, des fois, je me dis, je visualise ce qui va se passer, entre guillemets, dans le futur, et j'arrive à me dire, tiens, si on travaille bien, on va bien dans cette direction-là, on va arriver à ce but-là. C'est-à-dire que le mental sur le long terme n'est pas le même pour moi que le mental à court terme. Ça, c'est vrai. Donc il y a plusieurs faces, il y a plusieurs niveaux pour moi d'objectifs dans le mental, en fait. Ça me fait penser un peu à la visualisation mentale de la réussite, où en fait tu vas visualiser un objectif à long terme que tu souhaites réaliser, et ensuite en fait tu vas visualiser toutes les étapes pour aller vers cet objectif-là, et tu vas les décliner par step by step, en fait. Tout à fait. On est un peu là-dedans, quoi. Ouais. Il faut avoir cette mentalité, je pense, si jamais tu veux réussir ta vie, de se fixer, parce que moi, des fois, je rencontre des gens, ils ont pas vraiment de but dans la vie, un vrai but, quoi.
j'ai cette chance-là. C'est vrai que depuis petit, comme je disais tout à l'heure, j'avais ce but que de faire de la musique toujours. Mais si tu veux, il y a des gens, des fois, ils ont pas ce but-là de se dire, mais tiens, moi, je voulais monter un studio quand j'étais plus jeune. Bah, aujourd'hui, j'ai le studio. Après, j'ai d'autres objectifs, si tu veux, qui vont arriver dans le futur et que j'arrive à visualiser toujours dans ma tête. Et c'est bien, il faut le faire, je pense. Comme on Et dit, toi? il y a une idée. Ceux Toi, qui c'est un peu l'ont pareil. ceux qui l'ont rêvé, l'ont réalisé, non? Ouais, bah, tout ce qui est sur le long terme, moi j'aime beaucoup me Ouais. poser et imaginer, enfin utiliser l'imagination et les ressentis corporels qui sont liés à ce que tu imagines, parce que il paraît que le cerveau fait pas la différence entre un truc chimiquement, entre un truc que tu imagines et un truc que tu vis vraiment. Donc t'es déjà en train. C'est pas, il paraît, ça a été prouvé scientifiquement. Ouais. Ouais. Il y a des expériences qui ont été faites notamment dans le sport, sur des basketteurs. Donc en fait, deux groupes de basketteurs, un groupe de basketteurs qui s'entraînait de manière traditionnelle et un groupe de basketteurs en fait qui s'entraînait uniquement par la visualisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'entraînaient pas. Et en fait, ils se sont aperçus que sur le plan kinesthésique, avec des capteurs, du coup, les muscles réagissaient de la même manière. Ouais, mais ils ont fait pareil avec des pianistes, je crois. Ah oui, ils ont dû expérimenter. La même histoire avec des pianistes. Et ils ont appris le piano, mais juste par visualisation. Et le jour où on les a mis devant un vrai piano, ils ont su jouer. Voilà. Et depuis, ils ont fait des lunettes 3D après. Et le cerveau, c'est vraiment une machine incroyable. Je veux dire, on arrive à apprendre des choses même en dormant. On avait fait l'expérience avec Anthony quand il était plus jeune. On lui avait passé dans son casque dans toute la nuit les cours parce qu'il n'avait pas révisé, bien sûr. Qui n'a pas fait ça? De tel et tel écrivain, bref, l'oral pour l'oral du bac de français. Eh ben, figure-toi, il a appris tout ça en écoutant juste tout ça la nuit. Donc pour dire, le cerveau c'est balèze quoi. Ouais, mais 10%. 10%. Ouais, et puis il nous est déjà arrivé de nous coucher avec une problématique, puis on se lève le matin, on a trouvé la solution. Exact. Moi, c'est la douche, c'est ça. C'est l'eau qui me fait ça, la douche. Quand je trouve pas un truc, je vais prendre une douche. Alors on a une facture d'eau, mais ouais, c'est l'eau. C'est vrai que dans l'immédiateté du truc, moi quand je compose un titre, souvent tu te dis punaise, il est bien ou il est pas bien, tu sais plus. Donc il vaut mieux des fois arrêter un peu, se dire bah tiens, je vais arrêter et puis je reprendrai demain. C'est ce que je dis souvent aux artistes qui viennent enregistrer, qui sont un peu pressés. Je dis il faut toujours prendre un peu le temps, d'avoir du recul. Parce que ça va, quand tu fais tout de suite, c'est génial, t'es impatient, tu veux que le morceau soit fini, tu veux écrire vite, tu veux machin. On écrit souvent des trucs comme ça, un peu au feeling. Mais après, il faut un peu de recul quand même. Il faut laisser au mental le temps de bien emmagasiner le truc et de bien analyser, je pense. Pour que quand tu reviens le lendemain ou sur le lendemain ou la semaine d'après, eh bien, tu peaufines encore un peu. C'est clair. Si je vous parle de confiance, est-ce que ça vous parle, la confiance? Est-ce que vous êtes plutôt des gens confiants ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est bâti avec l'expérience, le temps? En soi ou avec confiance dans les autres? Alors, confiance en vous-même. Les autres, on va en parler après. Je pense, on va pas se mentir, ça se bâtit quand même avec le temps et l'expérience. On peut pas dire qu'on est aussi confiant, enfin pour ma part, maintenant que quand j'étais ado ou quoi. C'est pas possible. Enfin, je pense que ça se bâtit par l'expérience. Quand tu as peur de faire un truc, tu le fais. Une fois que tu l'as fait, tu t'es rendu compte que c'était pas si terrible. Bah, t'as pris confiance sur ce truc-là et tu passes au prochain, tu vois. Et après, ton degré de ton bocal de confiance, il se remplit de plein de petites billes et au bout d'un moment, il est presque en haut, quoi. Ouais. Et des fois, il perce un peu parce que faut bien que tu prennes des coups dans la tronche pour te rappeler pour te remettre à ta place. Et du coup, tu perds quelques billes et puis après, tu remplis. Enfin, je vois ça comme un bocal. C'est un peu ça, parce que finalement, la vie, on ne fait que apprendre, hein. On peut pas, pour ma part, je sais que j'ai eu différentes périodes dans ma vie où j'avais moins confiance en moi. Et il se trouve que en reprenant cette confiance-là, il y avait que des bonnes choses qui arrivaient. Mais c'était dingue. Je pense, c'est étroitement lié. Le fait de perdre confiance en soi te fait faire que des bêtises et il t'arrive que des conneries, que des trucs pas bien. Tu dis putain, mais j'ai vécu pendant une dizaine, quinzaine d'années. Bon, j'ai profité, hein. J'ai fait la fête, j'ai fait plein de trucs et tout. Mais parce que j'étais DJ pendant de nombreuses années en soirée, donc on s'est amusé, c'était cool. Mais c'est pas pour autant que j'avais hyper confiance en moi. C'est-à-dire que j'étais obligé de passer par souvent des produits, hein, on va pas citer lesquels,
Mais pour retrouver cette confiance, pour être devant les gens, animer, tout ça, les faire bouger, les faire danser. Mais la confiance, en fait, une fois que t'es sûr à 100% que ce que tu fais est bien, et voilà, et tu vas dans la bonne direction en tout cas, il va t'arriver que des choses super bien. Je sais pas, c'est ce que j'ai constaté dans ma vie, quoi. Ok. Quel rapport vous avez par rapport aux échecs qu'on peut avoir dans nos expériences? Opportunité d'apprendre qui fait mal à l'ego quand même. Ouais. Aïe, l'ego, il ramasse. Fait taper dessus. On n'aime pas se faire taper l'ego, faut se le dire. On a tous de l'ego et l'artiste sans ego, il avance pas. Et l'être humain sans ego, il s'en fiche de lui-même. Il traverse la route, il se fait renverser par une voiture, on s'en fout, on recommence quoi, ou pas. Mais ouais, c'est ça. Ouais, là, t'as mis le doigt vraiment sur le propre problème de l'artiste. C'est-à-dire les artistes qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on a côtoyé depuis de nombreuses années et qu'on continue de côtoyer. L'ego, ça peut être très néfaste. C'est-à-dire que si t'as trop d'ego, parce qu'on avait produit vite fait, on avait travaillé avec un gars, ça me revient souvent l'idée, le gars, l'image, quoi. Mais le mec, en fait, il avait un ego tellement surdimensionné qu'il avait créé sa marque de vêtements, qu'il avait créé ses casquettes, etc. et tout ça, avant même de faire la musique. Donc ça veut dire par là qu'il flattait son ego, il se disait artiste, il se prenait pour un artiste. Donc là, pour moi, c'est un ego qui est surdimensionné. Tu vois, il avait même pas créé une chanson, il venait de démarrer, tu vois. Et à contrario, t'as d'autres artistes qui ont des égos, mais sous-évalués, c'est-à-dire qu'ils se mettent pas assez en avant. Donc on rejoint l'histoire de la confiance. Et si tu veux, ces gars-là, ils sont pas bien non plus. Donc si tu veux, des échecs fait que si tu as un ego plus ou moins évolué, à degré plus ou moins haut, va faire que tu vas relever cet échec plus facilement ou moins facilement. Ouais, finalement, il devient l'artiste ou pas? On l'a perdu de vue, quoi. Non, mais dis-toi, sa marque de vêtements, en fait, il avait pris un feutre, il avait marqué son blaze sur ses baskets. C'était ce niveau-là. Voilà. Ok. Mais tu vois, après, si vraiment, l'ego, on en a besoin tous, c'est important. Mais si tu en as trop, tu fais vraiment des trucs qui sont complètement antagonistes, qui ne correspondent pas du tout, quoi. Ouais. Moi, je leur dis souvent aux artistes, l'ego, c'est comme si tu avais un chien en laisse, un chien super nerveux. Si le chien, il court trop vite, ton ego, il est trop haut, en fait. Et tu vas te retrouver dans des endroits où tu devrais pas être, où ça va mal se passer pour toi. Ça va mal finir, en tout cas. À un moment, ça va être bien, mais voilà. Et si ton ego, il veut pas avancer, t'avances pas. Il te tire vers l'arrière et tu recules même. Et du coup, tu fais rien. Soit ou tu restes sur place dans le meilleur des cas, mais voilà. Et il faut essayer de calmer le chien pour qu'il marche au pied. Et ça, je crois même que c'est là. Ça, c'est vraiment la mission de l'être humain, en fait. Parce que quand tu regarde bien, c'est l'ego qui pourrit et qui dirige le monde en même temps. Mmh. Donc, ouais, le chien, moi, je sais que je mets un point d'honneur à ça. Parce qu'on entreprend plein de choses, on est sur les réseaux, il y a des gens qui nous voient, qui nous remercient tous les jours, etc. Ou des gens qui nous cassent. Et j'essaie toujours de dire à mon chien ego de rester au pied, de pas s'emballer et en même temps de pas, quand il prend des coups, de reculer en arrière en tirant vers la laisse, vers l'arrière pour pas que j'avance, quoi. Donc, et du coup, tu t'y prends comment pour dresser le chien? Ah si. C'est le mental, hein, toujours, on en revient toujours au même truc. Comment je m'y prends, j'essaie de voir où est-ce qu'il est par rapport à moi, en fait. Est-ce qu'en ce moment, mon ego, je le sens vers l'arrière ou vers l'avant? Et s'il est vers l'avant, j'essaie de relativiser un peu. Écoute, tu fais des vidéos, t'aides des gens, tu fais ci, tu chantes, tu fais ça, mais tu vas pas non plus inventer la foudre. La poudre. Inventer la poudre. Ouais. Parce qu'ils changent toujours les expressions, du coup, je sais plus. C'est quoi, c'est la poudre ou la foudre, en vrai, la vraie expression? Je sais plus. C'est la poudre. Moi, je dis inventer la foudre. Voilà. Bon, bref. Et si au contraire, il est trop, il est un peu meurtri, je me dis, mais purée, j'ai quand même de la valeur. Je peux apporter des choses aux gens, je peux faire des choses pour moi-même, je suis capable. Voilà. Mais en fait, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais par rapport à l'échec, hein, c'était la question de base, en fait. Je pense que c'est vraiment ça réside dans le fait, on en voit beaucoup, hein, des gens qui sont là et puis qui enregistrent, qui se rendent compte que leur musique ne plaît pas forcément. Donc c'est un échec. C'est des échecs. Au fur et à mesure, tu deviens pas Michael Jackson du jour au lendemain, tu vois. Donc c'est un chemin parsemé d'échecs. J'ai perdu à dire un chemin parsemé d'échecs.
Un chemin parsemé d'échecs. Voilà, bravo. Et si tu veux, le fait d'avoir tous ces échecs, je vais pas y arriver, et tu te forges, quoi. Tu te forges, tout simplement. Et c'est l'ego qui te dit, tiens, t'es bon quand même, t'es bien. Ça, t'es pas une raclure, t'es pas un charclot. T'es un bon, comme dirait l'autre. T'es un bon. Mais on se le dit mais en fait, tu sais, non, se le dit tout le temps. Tu me fais, là, franchement, tu me fais hyper plaisir parce que c'est quelque chose qu'on se dit tous les jours. On dit, avant de se coucher, mon fils, il est là, il vit avec nous, il travaille avec nous et tout ça. Et tous les jours, on dit, on est des bons. On se dit ça tous les jours. En gros, c'est pour se dire, on a bien avancé, on a bien travaillé aujourd'hui. C'est pas pour se la raquer. On se dit, putain, on est des bons, on arrive à abattre du taf. On se valorise, quoi, c'est important quand même. Ouais, ça s'appelle du renforcement positif. Ouais. Mais des mots sur des trucs qu'on fait qu'on trouve complètement débiles. Ouais. Non, mais nous, ça fait des années qu'on se dit ça. On est des bons. On est bons. Ok. Alors, du coup, on va en venir à autre chose. Le regard des autres. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose, vous avez dû vous en affranchir et vous avez travaillé dessus, ou dès le départ, en fait, vous avez jamais trop prêté attention aux autres? Tu commences. Vas-y. À vrai dire, encore une fois, ça dépend des périodes. Hein. Je sais qu'à un moment donné, j'étais un peu ado, tout ça, machin. On se cherche et tout ça. Donc effectivement. Mais là, aujourd'hui, regarde les autres. Franchement, je te dis un truc, on fout. Pourquoi je m'en doutais en fait que t'allais dire ça. Et comme on est, effectivement, on fait un petit peu attention parce qu'on est sur les réseaux, on est obligé d'être un peu beau, de se raser, de faire se fringuer un peu correctement, quoi. Bon. Mais si tu veux, au-delà de ça, c'est l'aspect physique. Hein. Mais après, si tu veux, si quelqu'un qui va me dire, ouais, ce que tu fais, c'est ci, c'est là, ça te plaît pas, ça me plaît pas, machin, je m'en moque un peu, honnêtement. Puis je crois que toi, c'est pareil. Hein. Non. Non, mais je veux dire, par rapport aux gens qui se cassent sur les réseaux, je parle. Ah. C'est ça. Le regard des autres, c'est aussi savoir se faire casser. Non, mais sur l'aspect physique, plutôt. Mais tu parles de quoi, l'aspect physique? Parce qu'il y a plusieurs niveaux, là, justement. Non, je parle du regard des autres par rapport, plus pour le côté un peu professionnel, tu sais. On parle de professionnel. On a toujours au départ, c'est souvent les parents qui ont les yeux sur nous, et du coup, tu vois, ça peut être handicapant, par exemple, dans le sport, par rapport à des jeunes athlètes où les parents sont parfois plus investis que leurs enfants. Après, on peut le retrouver dans le milieu scolaire, dans le monde du travail, où tu vois, il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire sur ton boulot. Enfin voilà, c'est un peu ça le regard des autres. Ah, c'est ça, ouais. C'est ce que j'avais compris. Ouais, toi, t'avais pensé vraiment le physique. Ah ouais. Alors moi, dans ce sens-là, Balek, vraiment. Ouais. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, même si au départ, avec de bonnes intentions, on a essayé de me conditionner dans autre chose, les grandes études, etc., parce que j'avais les capacités, alors que c'est pas ce qui me fait vibrer. Mais de ce point de vue-là, j'ai mis plus de temps, mais j'ai vraiment toujours fait ce que je vais voulu, et tant pis si qui même me suivent, et si personne me suit, j'y vais quand même. Voilà. Ouais. Sur l'aspect physique, parce que on est très exposé sur les réseaux, je suis une meuf, je crois. Ah bon, sérieux? Et du coup, on est un peu plus confronté au jugement, tu vois, des autres filles et des garçons, parce que je pense que c'est l'instinct primitif de l'être humain qui est un peu comme ça. Et ça, c'est toujours un truc qui a été plutôt difficile pour moi à gérer. Quand j'étais petite, j'étais très masculine. Je voulais pas du tout parler de féminité, etc. J'étais dans le cheval et tout. Je m'en foutais complètement. Et après, j'ai compris que j'étais une fille quand même, et je savais pas comment me positionner par rapport à ma féminité et à ma féminité. Ma féminité. Tu te moquais de moi tout à l'heure, t'arrives pas à le dire. Et du coup, je suis partie dans l'excès inverse, et je suis partie dans les extrêmes. J'étais mannequin et en même temps, j'étais dans l'agriculture. Enfin, je pouvais passer la semaine sur un tracteur avec les bottes dans la boue et tout, à m'occuper des chevaux. J'étais dans la viticulture aussi, des vignes, etc. Faire des trucs super physiques. Et après, on m'appelait pour défiler Place Concorde avec des colliers à 80 000 € et 4 gardes du corps pour faire des photos, des trucs des extrêmes. Et j'ai eu besoin de ces extrêmes-là pour me trouver au niveau acceptation de mon image. Et maintenant, ça va. Parce que je pense qu'avec l'âge, je suis pas vieille non plus, mais je pense que la femme, elle a vachement du mal avec le jugement, surtout encore plus cette génération-là qui arrive avec les réseaux, les machins, les filtres. Mais quelle merde ce truc.
Enfin, t'arrives plus à t'accepter tel que t'es, quoi. Parce qu'on te balance une image qui n'est pas toi et qui est soi-disant un idéal au passage. Et après, bah voilà. Au bout d'un moment, tu dis je suis ce que je suis et ça va et je suis bien dans mes baskets, tu vois, et je suis à l'aise avec mon corps physique. Mais il y a un cheminement, je pense, pour tous, pour ça, surtout pour les filles. Enfin, moi, je l'ai eu en tout cas. Le regard des autres, en fait, si tu veux, pour moi, encore, on en parlait tout à l'heure, mais il y a plusieurs niveaux. Le regard des autres, si c'est ta famille, ce sera pas le même niveau. On va dire que si c'est quelqu'un que tu croises, quoi, tu vois, le regard des autres. Effectivement, quand quelqu'un de ta famille te dit ouais ben écoute, essaie de faire des études, fais pas de la musique, voilà, ça sert à rien quoi. Et ben ça fait partie du regard des autres. Ça c'est un peu c'est dire voilà, tes parents ils vont te dire bah non, ça c'est pas bien pour toi, faut que tu fasses ça. Et donc ben dans ce sens-là, moi je m'en suis toujours un peu foutu et j'ai toujours fait ce que j'avais envie. Même si c'était dur, même si des fois j'étais dans la galère, que j'avais pas de quoi bouffer, mais ma mère m'aidait à distance quand j'habitais Toulouse ou ailleurs, ou à Lyon, Paris. J'ai toujours eu des galères, un peu de galère à l'époque, mais ça m'a pas empêché de faire mon chemin. Et donc quelque part, le regard des autres, rien à. Ok. C'est quoi vos trucs pour vous motiver au quotidien? Il y a plein de trucs, hein. Ouais. Déjà, première chose, le café. Le premier truc qu'on fait, c'est on lance le café et déjà c'est la première étape. C'est super important pour se motiver. Café. Ah là là. On n'a pas de café, on n'est pas bien. Ah, je te jure, on est mal. Moi, j'ai besoin de hacker mon cerveau, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut que je me mette dans l'action. Pour ça, je fais un peu de sport. Sauf vraiment quand je suis trop mort et qu'on a dormi 3 heures, là, comme cette nuit. Mais je fais un peu de sport. Vite fait, hein, feignasse, mais un peu quand même. Et du coup, ça me plonge, ça me met dans une mobilité physique qui se déporte après dans la mobilité de l'action que je vais faire au niveau création, enfin, Internet, ce que je vais faire comme travail, en fait. J'ai besoin de déclencher une mobilité physique, voilà, pour me mettre dedans. Et après, quand je vais avoir à faire des choses, des missions, on va dire marketing, je vais écouter des gens qui parlent de marketing. Ça m'aide beaucoup, tout ce qui est podcast, YouTube, etc. Ce qu'on n'avait pas forcément avant. Fallait lire des livres ou des trucs comme ça. Et j'adore me mettre dans le mood du sujet que je vais aborder dans la journée. Voilà. Alors moi, en fait, c'est quoi? C'est plutôt le jour ou la nuit? Parce que je sais pas comme tu veux. Non, moi, c'est plutôt quand je vais me coucher le soir, je mets mon casque et j'écoute des musiques. J'écoute beaucoup, c'est du binaural. Le battement binaural, en fait, qui est... c'est des fréquences, en fait, qui se traversent ton cerveau et ton cerveau va créer une fréquence que ton corps ne produit pas tout seul. les ondes delta, les ondes alpha, les ondes, etc. pour la concentration et aussi pour méditer. C'est-à-dire que tout ça, ça m'aide pour le jour qui arrive. Donc, ça travaille dans mon cerveau dans la nuit. Et quand je me lève le matin, je suis en place. Ça veut dire que ça va être une IA sur pattes. Voilà. J'ai découvert le binaural il y a quelques années en arrière et j'ai trouvé ça assez fou, quoi. C'est-à-dire qu'avec, en fait, tu mets 2 ondes complètement différentes, enfin, différentes d'une oreille et l'autre, admettons, avec une différence de 4 Hertz, admettons, entre chaque fréquence, et ben, ton cerveau va créer ce battement binaural. C'est ton cerveau, hein. Il va créer ce battement. Il va créer cette onde de 4 Hertz. Voilà. Et le 4 Hz, le 5 Hz, le 6 Hz, en fait, c'est des fréquences qui sont bénéfiques pour le cerveau, pour la concentration. Voilà. Bon, mais ça, c'est un bon tips, alors. Ouais, ça, ouais. Ouais, après, faut supporter le battement binaural. Moi, je sais que ça m'empêche de dormir. J'aime bien, mais pas pour dormir. C'est clair. Du coup, tu vas les trouver où, ces fréquences? Je vais sur Internet, je me renseigne, je regarde telle fréquence agit sur telle chose ou telle chose ou telle chose. Bon, après, c'est pas une étude, c'est pas une science exacte, je pense. On est encore aux prémices de ça. Peut-être qu'un jour on se soignera grâce au son. Mais en tout cas, ça agit sur certaines choses. Alors vu que c'est dans ton mental, forcément, le mental, si tu te dis, imagine que tu te dis que ça joue sur ton mental. Donc ça va jouer sur ton mental. Effectivement. C'est un placebo, alors. Tu vois, un peu. Peut-être que c'est un placebo, peut-être pas, mais en tout cas, si c'était un placebo, pour moi, c'est bénéfique. Mais je ne crois pas parce que je crois qu'ils ont fait des études comme quoi les ondes cérébrales s'harmonisent avec le fameux delta, enfin, qui est créé. Et en fait, t'as plusieurs tranches, je me suis pas souvenir du truc, d'ondes cérébrales.
Celle pour la concentration, celle pour le sommeil profond, celle pour la créativité, celle pour Oui. plein de trucs. Non, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, mais elles n'ont pas été encore assez poussées pour moi. Il faudrait aller plus loin pour vraiment se dire, bah tiens, telle fréquence va agir là-dessus, peut-être sur le cancer, parce que ça peut aussi soigner apparemment le son. Je vais me regarder, c'est super intéressant comme sujet. Super intéressant. On va faire des recherches, on va chercher. Et tu nous tiens au courant si tu as découvert des trucs de fou. Je vais tenir au courant, je vais faire le cobaye même. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des grosses pressions ou des gros stress et comment vous avez fait pour les gérer? On vit constamment sous pression. Ah, il y avait un truc pas mal. Je crois que le dernier gros coup de pression qu'on s'est mis, c'était au Mo Kitchen Talent. En fait, c'est un casting en ligne par lequel on signe un artiste par an, qu'on a mis un petit peu en pause depuis le Covid, etc. Qu'on est en train de relancer, mais en version plus légère cette année. Mais avant, jusqu'à la saison 9, jusqu'au Covid, on faisait des présélections en ligne. Il y avait à peu près 400 artistes pour te faire le tableau vite fait. Et à la fin, il en restait 15. On les faisait venir de toute la France, Suisse, Belgique, sur scène. Et en même temps, vu qu'on est un peu fou, on s'est dit, vu qu'il y a plein de gens qui ont suivi des trucs sur Internet, faut qu'ils puissent suivre aussi les gens et se déplacer jusqu'à chez nous ou suivre sur Internet. Donc, on faisait 7 heures d'émission en direct. Des ouf. Et pour faire les 7 heures d'émission en direct, depuis la salle d'où on émettait, il n'y avait pas la fibre. Donc, on louait la connexion satellite de la chaîne Arte, qui arrivait de Paris par transporteur. Et donc, il fallait qu'on branche le satellite sur le toit. Et on pointe vers le. En fait, il fallait pointer la parabole vers le satellite pour pouvoir avoir la connexion Internet. Et en fait, donc il y a beaucoup de pression parce qu'il y avait énormément de personnes qui avaient été derrière les artistes parce qu'on avait plus de 30 000 connexions au site en même temps, des gens qui attendaient le live, etc. Puis il y avait les sponsors, bien sûr, parce que c'était. Il y avait un aspect financier. Financier, bien sûr, il y avait une pression financière aussi derrière. Voilà. Hein. Les artistes qui ont traversé toute la France pour participer à ça. Et 15 minutes avant l'heure, on n'avait pas de connexion, pas de live, pas de boîtier, un boîtier qui manquait. Heureusement qu'il y a des parents d'une artiste qu'on produisait qui sont partis à je sais plus, à Chambéry chercher un boîtier à 19h55 chez Darty, pour connecter le truc parce qu'en fait, il n'y avait pas eu le même matériel qu'on avait eu l'année d'avant, donc on n'avait pas pu anticiper ça. Voilà. Non, mais ça, c'est notre vie, ça, c'est juste un exemple. Ça, ce qu'elle vient de te citer, là. Mais ça, c'est notre vie, mais quotidienne. C'est-à-dire que toi, c'est un gros coup de pression, on est d'accord, mais je me rappelle, tu te rappelles, Pavel, au dernier moment, on avait le site en ligne. Les gens pouvaient voter sur ce fameux site où les gens les sélectionnaient, tout ça. Jusqu'à la dernière minute, on savait pas si le site allait fonctionner. Et ce qu'il avait dit, le mec, il mangeait quoi? Il était tranquille, le gars. Il a revenu à Eat Mango. À Eat Mango. Il était tranquille. C'était un développeur russe. Nous, on était ici. Et moi, j'avais allumé un cierge, carrément. Je te jure. J'avais allumé une bougie, à la minute. Que la minute avant, on savait pas si les gens allaient pouvoir voter. Je sais pas si t'imagines, on avait fait une campagne de com et tout, de ouf. Et on savait toujours pas si le site fonctionnait à une minute. Puis tu voyais le compteur sur le site, 30, 40 000, 50 000 personnes qui arrivent, toi. Tu dis, et puis c'est un truc où les gens ils prennent vraiment au sérieux, donc on se fait incendier si ça marche pas clairement. Et puis les sponsors, tout ça, voilà. Mais ça arrive tout le temps. Des anecdotes comme ça, on peut t'en raconter plein. Hein. On est, je dirais pas on est poisseux, mais à chaque fois moi je crois que malheureusement j'influence négativement tout ce qui est informatique, électronique. C'est-à-dire que un jour, j'avais une prestation à faire en tant que DJ qui était très importante pour des gens très aisés à Val d'Isère. Et donc, ils voulaient une musique, c'était pour un mariage. Ils voulaient une musique en particulier à tel moment, etc. Et j'avais la musique dans 4 endroits différents. Dans le PC numéro 1, le PC de secours, dans mon téléphone et sur une clé USB. Eh ben, il n'y a pas un des 4 qui a marché. Jusqu'à 3 minutes. Enfin, voilà, j'ai eu 2-3 minutes de retard sur le truc. J'ai réussi à rattraper. Au bout d'un moment, ça a marché. Parce que Tom est arrivé et qu'il a appuyé, lui, sur l'ordinateur. Ça a marché. Mais quand c'est moi, ça marche. Mais je te jure, il y a des fois, alors dans la pression, parce que évidemment, il faut rebondir, il faut tout de suite se dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Il faut vite rebondir sur les situations où il faut aller vite. On a quand même, je pense, un bon Dieu avec nous, un bon esprit, je sais pas, quelqu'un qui va nous aider au dernier moment. C'est incroyable. Moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, tu vois. Et il me dit, tu vois, faut que t'en chies un peu, tu vois. Sinon, c'est trop facile. Tu vas pas avoir le goût du résultat, de ce que t'as réussi à faire et tout. Faut quand même que tu galères un peu, tu vois. Et ça passe souvent, me fait concernant par l'informatique ou les aléas ou les trucs, tu vois. Il faut toujours. Et je me dis quand pour répondre à ta question, quand c'est comme ça, tu sais quoi?
il y a le rebondissement quelque part. Je suis comme une balle, tu sais, les balles qu'on lance, qu'on fait boum, 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 là, qui rebondissent toutes seules. Bah, moi, je suis la balle, tu vois. On m'a lancé de force alors que tout allait bien. Et forcément, à force de rebondir, je vais retomber sur la table de l'autre côté, tu vois. Ou là où je devais être. Après, ce qu'il y a de marrant, c'est quand il y a plusieurs balles en même temps, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à choper le bon rebond au même moment. C'est le bal masqué. Parce que nous, en fait, on est là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, mais on dort ensemble, on travaille ensemble, machin. Donc, il faut que les balles rebondissent au même moment. Parce que sinon, après, ça va plus. À un moment donné, ça se casse la figure. Il y a une balle qui tombe, puis une balle qui reste en l'air, donc c'est pas bon. Il faut qu'on soit synchronisé aussi là-dessus. C'est super important. Pour rebondir sur les balles. Oui. Mais du coup, comment vous faites pour la gérer, cette pression? Est-ce que vous avez des techniques propres à chacun pour prendre du recul, Pour moi, quand il y a un problème, il y a une solution, en fait. Elle est là, donc va la chercher. C'est tout. T'appuies-toi pas sur ton sort et craque un bon coup s'il y a besoin et après, gao, bitch. Ouais. Moi, j'avoue que par moment de stress, des fois quand c'est vraiment des gros moments de stress, j'allume un cierge. C'est vrai? T'allumes vraiment un cierge? Non, mais tu sais, de l'encens. Souvent, j'allume de l'encens. C'est quand il y a une grosse période de stress, il faut que je crée un truc rapido. Bref, plein de moments de stress, faut aller vite. Parce que ce qui est un peu con dans tout ça, c'est qu'on est toujours pris par le temps. Et ça fait partie de la pression, en fait. La pression qu'on vit, elle est souvent dominée par le stress qui est lié au temps. mais nous, on a un vrai problème avec ça parce qu'en parlant de la pression et du temps, c'est qu'on est vachement meilleur quand on est sous pression. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que des fois, on a tendance à procrastiner des trucs parce qu'on sait qu'on va être bon, parce qu'on va être dans la merde à la fin, tu vois. Et bon, physiquement, je pense qu'on s'use un peu. Mais au final, le résultat est très, très cool. Ouais. Pour rebondir sur l'histoire du stress, en réalité, il y a toujours comme tu disais, des solutions. Mais en fait, ces solutions, elles sont souvent inattendues. On se dit, donc, qu'est-ce qu'on fait pour ci, pour ça? Et ben, on trouve, je sais pas, assez rapidement la solution. Après, vous êtes à deux cerveaux, vous pouvez, du coup. C'est pour ça. C'est pour ça que vu qu'on est bien connecté sur les deux balles, là, qui rebondissent, on arrive justement à trouver rapidement des solutions. Ouais, mais quand même, enfin, il gère des choses que je suis absolument incapable de gérer et vice versa. On se complète, c'est pour ça. Donc, du coup, quand j'ai un problème, il va essayer de me soutenir moralement et vice versa. Ouais. C'est bien d'être deux quand même. Mais la solution, elle viendra ni de l'un ni de l'autre. Enfin. Okay. Mais le cierge ou ça, c'est sûr. Hein. Enfin, le cierge, c'est surtout des encens que je crame. Ouais, mais ça peut créer une ambiance zen qui détend. C'est bête parce que des fois tu peux pas l'allumer, ton truc quand t'es en extérieur, t'as pas ton bâton d'encens avec toi, quoi. Bon, faut s'adapter, c'est toi qui le disais tout à l'heure. S'adapte à tout. Allez, une petite dernière. Souvent on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Vous en pensez quoi tous les deux? Bah, mais bien sûr. C'est bien sûr qu'il faut toujours, il faut jamais lâcher. Jamais lâcher, bah, c'est parce que c'est dans ta tête, hein. On disait tout à l'heure, le mental est hyper important. Et c'est vrai qu'effectivement, si tu commences à baisser les bras, à dire, ouais, ben, je sais pas, il fait pour les artistes, là, souvent, on en voit. Il y a des mecs qui ont abandonné. Il y a des mecs qui ont abandonné parce qu'ils se sont pas donné les moyens d'avancer, de se dire, bah, tiens, je vaux le coup, quoi. Je vais avancer et puis je vais vivre de mon art un jour. Ouais, c'est bête. Il faut foncer, hein. Faut être persévérant. Toujours. Moi, je crois pas à ça. Ça dépend de ce que tu entends par lâcher. Je le vois pas comme ça. Je pense qu'il faut pas lâcher ton intention, tes actions en fait. Il faut toujours continuer à agir si tu veux aller dans un sens d'un objectif. Mais parfois, faut que ton mental il lâche justement, parce que on n'est pas des machines et c'est comme une voiture. Faut que quand elle roule, elle va quelque part, tu vois. Mais de temps en temps, faut s'arrêter de mettre de l'essence. Et le lâchage psychologique fait partie du process. Et quand t'es dans un moins bien comme ça, tu dis ok, c'est là, trust the process, et après ça tu vas pouvoir redémarrer et repartir, et je crois que ce truc est nécessaire. Mais par contre, ton objectif, là où tu vas au final, la destination finale, celle-ci, faut pas la perdre de vue. Ça, dans ce sens-là, faut pas lâcher. Moi, je dis de toute façon, tous les échecs sont bons à apprendre, et il faut apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que l'échec, tout le monde en a eu. Hein. Il y a personne. L'échec bancaire. Je connais personne sur cette planète qui n'a jamais vécu d'échec. C'est impossible. Donc quelque part, ça fait partie de nos vies.
Donc, à partir du moment où tu te dis, tiens, j'ai échoué, t'as deux solutions. Soit tu te dis, je vais persévérer, comme je disais tout à l'heure, et je vais continuer dans cette voie parce que je sens que faut que j'aille là-dedans. Donc, voilà. Soit tu te dis, le fait que je me sois planté, c'est peut-être un signe. C'est-à-dire le signe qu'il faut que je change de voie. Et que ce que je suis en train de faire, c'est de la merde. Je suis en train de me perdre. Non, c'est très clair. Voilà. Donc pour moi, pour rebondir sur ce que tu disais, j'aime bien rebondir ces histoires des balles. Là, ça m'a fait kiffer. J'aime bien. En plus, tu connais mon sport en fait ou pas? Non, du tout. En fait, j'étais entraîneur de tennis pendant longtemps. Tennis. Ah ouais, finesse. Excellent. Il y a le rebond à fond. Hein. Ouais, il y a le rebond à fond. Là. Toi qui es dans le sport, évidemment, cette histoire d'échecs, c'est que des successions de rebonds. Si on fait si on réfléchit un peu, la vie c'est que des rebonds. C'est des balles qui rebondissent. On est tous des balles en fait qui rebondissent à plus ou moins grande hauteur ou bien à ras du sol. Ouais, c'est de la balle. Ah, mais t'allais loin. On va très loin. Moi, j'ai éliminé le mot échec. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'échec. Il y a juste des expériences avec une gradation de réussite. Et à partir de là, du coup, parce que très souvent, quand on visualise ou qu'on parle d'échec, souvent on crée son échec. Et je pense qu'il faut être dans l'action. Et puis voilà. Après, on va tirer des leçons de l'expérimentation et on va pouvoir upgrader, en tout cas ajuster par rapport à ce qu'on aura vécu. Mais voilà, pour moi, l'échec, c'est vraiment. J'ai bien réfléchi, tu vois, avant d'avancer là-dessus. Avant, je parlais d'échecs. On parlait d'échecs. Ou quand j'ai entraîné des joueurs, on parlait d'échecs, tout ça. Mais finalement, avec le temps, moi, je l'ai lourdé je l'ai hacké, quoi. Voilà, il existe. Ils étaient bien payés, sinon, avec ces chèques ou pas, finalement? Ouais, c'était bien payé. Avec les chèques. En vrai, l'échec est super important. Mais j'aime bien comme tu penses, mais il y a des gens, ils le pensent trop à l'extrême, de genre, c'est pas grave, l'échec, ça permet d'avancer, machin truc, mais tu fais trop l'autruche. Et en fait, tu réfléchis pas pourquoi t'as eu l'échec, et du coup, t'avances pas vraiment, tu vas juste reproduire le schéma, tu vois. Donc, faut savoir aussi le prendre et l'analyser, l'échec, même si on le considère pas en tant que tel. On dit, voilà, cette expérience, sur une note qui va de 0 à 10, je vais la noter à 2, je me mets un 2, un 3. Et qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, elle soit à 5? Voilà. C'est un peu comme ça que je le vois dans ton sens aussi. Et pour aller encore une fois dans ton sens, on fait du cirage de pompe. J'aime bien. On s'auto-kiffe, on est là, on est comme des oufs. En fait, si tu veux, l'échec, des fois, il est incontrôlable. Tu peux pas tout contrôler. C'est-à-dire, un échec, il arrive, je sais pas, j'ai une bêtise, tiens, je suis en train de faire un peu de maçonnerie dehors, et je me casse la main. Ah non. Non, mais c'est un échec involontaire, t'es d'accord? T'as un échec parce que tu peux plus travailler, tu peux plus créer, tu peux plus rien faire. Donc cet échec, il est incontrôlable. Et pourtant, il est arrivé. Ouais, moi, il y a un truc que je dis vraiment souvent à plein de gens et à moi-même, dans les citations, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est une citation. C'est, quand t'as pas le contrôle sur une situation, t'as deux manières de réagir. Soit tu l'ignores, en fait. Et soit tu changes ta manière d'appréhender cette situation. C'est le mieux. C'est la version positive pour s'en sortir. Soit tu le prends à mal et puis tu gamberges ça et du coup ça te bouffe, quoi. Mais moi j'aime bien prendre cette situation et soit l'ignorer, mais encore mieux changer mon regard sur cette situation en me disant putain, je peux en faire quelque chose de positif pour moi. Enfin, c'est terrible parce que des situations, tu te dis, tu peux pas vraiment faire ça. Ça, c'est quand tu peux pas contrôler, c'est compliqué. Quand tu perds quelqu'un déjà, par exemple, c'est un truc horrible que tu ne peux pas contrôler, tu vois. Et donc, soit malheureusement, tu vas rester dans le deuil toute ta vie et ne pas avancer dans ta propre vie. Et je pense pas que cette personne que tu as perdue, elle voudrait ça pour toi. Non. Soit tu te dis, voilà, c'est encore la vie qui m'apprend qu'elle est courte, la mienne, de vie encore, que les temps sont comptés et que j'ai peut-être des choses à faire que j'aimerais faire avant de partir, de quitter cette planète. Et que cette personne, il faut que je me concentre sur toutes les belles choses positives qu'elle m'a apportées ou quelque chose qu'elle m'a apprises et que je les mette en œuvre. Voilà. Mais c'est un peu dur là, c'est un peu facile. Là, j'ai perdu personne actuellement, tu vois. Penser ça. Et quand t'es devant le fait accompli, c'est horrible. Mais je pense qu'il y a forcément une période de lâchage où tu vas
enfin. Et là, la balle, elle tombe dans le trou, là. Voilà, la balle tombe dans le trou. Et une fois que la balle est tombée dans le trou. Ouais. C'est du golf. C'est du golf. Non, mais si tu veux l'échec, voilà, pour en fait te rejoindre, il faut au maximum, je pense, ne plus l'avoir dans la tête. L'échec, on en a tous eu, on en aura d'autres certainement, mais faut essayer de l'ignorer, comme tu disais tout à l'heure. Mais malheureusement, on peut pas toujours. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut rester optimiste et se dire, bah, tiens, je me casse la figure. Donc c'est un genre d'échec, c'est imagé, hein. Mais il faut que je me relève. Il faut que je me relève pour continuer à avancer. Voilà. C'est comme ça que les enfants apprennent à marcher. Exact. Tout à fait. Mais c'est vrai, c'est souvent, en fait, on n'en parle pas souvent, mais cette détermination qu'ont les enfants à aller vers un objectif et quels que soient les bâtons dans les roues qu'on va leur mettre, en fait, ils vont trouver une solution pour aller. En fait, ils sont pas bridés. En fait, ils vont contourner jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est important. C'est quelque chose souvent que je dis souvent à des athlètes ou à des gens, c'est de garder un peu son âme d'enfant pour aller atteindre son objectif. Parce qu'il y a toujours un chemin pour pour y accéder, en fait. Sauf qu'il faut jamais se résigner, quoi. C'est tout. Ah ouais, ça c'est important. On est tous des enfants, hein, finalement, des grands enfants, on va dire, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette âme, en fait, de l'enfance, où on découvre des choses, où on se dit, bah tiens, on fonce, parce que c'est effectivement qu'on disait, quand on se casse la figure et puis qu'on au lieu de se relever pour remarcher, pour retomber, pour remarcher, etc. Il faut quand même avoir des couilles, quoi. Même pas mieux si on est fille, hein, mais c'est façon de parler. Avoir des balles, quoi, des boules. En tout cas, merci Laure, merci Thomas, du coup pour votre témoignage dans le podcast. Comme le veut la tradition du podcast, en fait, je vais vous laisser le mot de la fin pour dire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez, en tout cas, véhiculer, transmettre aux gens qui nous écoutent. Ça sera le mot de la fin. Donc c'est souvent, c'est ce qui reste de plus important, très souvent. Et du coup, je vous laisse le mot de la fin et puis après on se quittera avant de se revoir un de ces quatre sur les réseaux. Avec plaisir, ouais, non, c'était super intéressant. Ça permet de faire un petit point aussi sur nous-mêmes, hein, sur ce genre de discussion qu'on a eu entre nous là, et de se poser pas mal de questions aussi sur le futur. Et donc pour un truc de conclusion, j'ai pensé à un petit mot sympa. C'est banal, mais c'est don't worry, be happy. Il faut toujours rester optimiste, même malgré les difficultés, les échecs qu'on vient de parler là. Il faut toujours rester optimiste. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Moi, je dirais que s'il y a un truc qui vous fait kiffer, faites-le, parce que faut pas avoir à être frustré. Il y a rien de pire que les gens frustrés. Les gens frustrés, souvent, ils en veulent aux autres, à ceux qui se prennent en main pour faire les choses qu'ils aiment. Donc, faites-le intelligemment. Enfin, allez pas vous foutre dans la merde, parce que malheureusement, on a des loyers à payer, des choses de la vie les règles sont comme ça pour tout le monde. J'ai envie de te dire, on a tous les mêmes cartes dans la main. Et prends tes cartes pour faire les choses qui te font kiffer. Voilà, c'est important pour toi. Et après, bon. Voilà. Advienne que pourra. On n'est qu'une petite poussière dans cet univers. Et on va tous crever, ouais. Non, mais voilà, effectivement. Ce sera le mot de la fin, on va tous crever. Ça, c'est une belle conclusion. C'est vrai que tout le monde y va, hein, dans le trou. Hein, donc, c'est sûr. C'est Coluche qui disait ça. Ouais. J'adore cette citation. Il disait quoi? C'est la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Ah ouais. C'est du génie. Ouais. Mais c'est vrai. Oui, Coluche, il était fort quand même. Je crois que c'est Coluche. C'est vrai qu'il était fort. C'est vrai qu'il était fort. Bon, en tout cas, un grand merci pour votre témoignage, pour le temps que vous m'avez accordé. C'est sympa. Pas de souci. Et du coup, je vous dis à très vite. Et puis, bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez. Beaucoup de réussite pour les années qui suivent, hein, puisque bientôt c'est 2023. Et du coup, plein de bonnes choses. Et puis, moi, je vais continuer à vous suivre avec... comme je le fais habituellement, et à vous donner de la force, à encourager, j'aime bien ça. Merci à toi, merci pour ton soutien, ça fait plaisir. Et tout pareil pour tous les gens qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'on a peut-être 3 millions, parce que tu nous vois sur les réseaux, tout ça, on est plutôt on rigole et tout, tu vois, mais là, on est un peu plus sérieux quand même. Mais c'est bien ça, c'est bien de montrer une autre facette de sa personnalité.
Mais on aime bien les conneries, on aime bien rigoler quand même. Ouais, j'en doute pas. On n'est pas les derniers. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et du coup, à très bientôt. À plus, ouais. Ciao, ciao. Tchuss. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.